minutes, bienvenue à Point de vue. Variant britannique plus contagieux que le SARS-CoV-2 originel et un nombre de cas positifs de plus en plus élevé avec son corollaire, l'augmentation du nombre de cas sévères et graves pris en charge dans nos structures sanitaires. Un système de santé sous tension, comment prendre en charge et gérer cet afflux massif de malades dans nos structures de santé, autant publiques que privées. C'est à cette question que nous tenterons de répondre avec nos deux invités du jour. J'ai nommé Monsieur Moussa Sam Daf, directeur de l'hôpital d'Al Diam de Guédiawaye, qui dispose d'un CTE. Monsieur Daf, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes également avec le docteur Babacar Nian, directeur de la clinique Suma Assistance. Bonjour docteur. Oui, bonjour monsieur Nian. Alors, d'abord, Moussa Sam Daf, quelle est la situation dans votre établissement et quels sont les échos que vous avez d'autres établissements publics de santé? Est-ce qu'effectivement, on est proche ou en plein dans la saturation? Merci, monsieur Nian. Bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Je dois dire qu'au niveau de l'hôpital d'Al Diam, nous sommes à 97 lits avec 6 lits de réa qu'on avait. Ensuite, on a étendu à 12 lits de réanimation. Nous disposons de 97 lits, tous avec des sorties d'oxygène. Actuellement, nous sommes pratiquement à 30 cas sévères. Et aujourd'hui, les lits de réa également sont pratiquement occupés. Et nous prenons en charge quand même tous les malades qui sont dans le CTE ou qui nous sont référés au niveau de l'hôpital. Je dois dire que l'hôpital d'Al Diam également fait partie d'un système avec d'autres structures hospitalières. À ce jour, nous avons au moins 68 lits de réa à travers le pays et ces 68 lits de réa ne représentent que 21% de la capacité litière en réanimation du parc hospitalier. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a encore de la marge de manœuvre parce qu'il n'y a pas que la Covid, il y a également les autres pathologies qui sont prises en charge au niveau des différents hôpitaux. Et ça, c'est sans compter également les nouveaux hôpitaux qui ont été créés, Kaffrine, Agnam, Kédougou, Touba et Sédhiou. Et il y a également le hangar qui va bientôt ouvrir avec 66 lits, dont 33 pour cas sévères et 33 pour cas graves. Très bien. Oui, voilà. Alors, il y a également l'hôpital de Dantec qui dispose de 25 à 30 lits pour cas sévères et cas graves. Diamniadio également va étendre sa pédiatrie à 30 à 40 lits. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, en fonction des besoins, le système hospitalier est en train de monter en puissance par rapport aux besoins qui sont identifiés parce qu'en temps réel, les gens au niveau du top management, notamment au niveau de la direction des établissements de santé, ils ont une plateforme où en temps réel, ils ont les informations. Très bien. En tout cas, les échos qui nous remontent, nous, des gens qui ont besoin d'une prise en charge, sont plutôt pessimistes parce que il y a beaucoup de gens qui cherchent des places et qui n'en trouvent pas. Peut-être qu'il y a un problème simplement d'aiguillage, de régulation, mais on y reviendra tout à l'heure avec vous. Docteur Babacar Nian, quelle est la situation dans le privé? Bon, monsieur Nian, je vous remercie. Je salue bien le directeur d'Al Diam, monsieur Daf, que j'ai rencontré même au Maroc. Je le félicite de leur engagement dans le combat. Bon, il nous a un peu édifié sur la possibilité de pouvoir prendre en charge la population sénégalaise de façon extensive. C'est vraiment appréciable. Bon, moi, je vous dis que je ne suis pas un expert ni en épidémiologie, ni en virologie, tout. Alors, c'est bien que tous les journalistes veulent que j'intervienne. Oui, mais on peut parler de votre cas pratique, de votre cas spécifique, la clinique Suma Assistance. Voilà, si, c'est par les urgences qu'on a été vraiment confrontés parce qu'on ne peut pas reculer. Les urgences, ça prend en charge toutes les situations vraiment les plus imprévues. Donc, quand cette Covid est apparue, bon, on a entendu que c'était remis dans les mains des services publics. Et on a attendu. Bon, malheureusement, les gens sont venus. On avait un camion pour isoler les gens, un camion hôpital qui a pu isoler quand même quelques gens, mais en commençant même par une députée. Donc, par la suite, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait mettre en place quelque chose de plus solide. Et c'est là qu'on a transformé la cafétéria en 5 chambres
qui ont été vite débordés. Et c'est ce qui fait qu'on a isolé un ascenseur pour récupérer un étage, au 4e étage, et avoir 10 lits. Donc, en la première vague, ça a été la même chose. Donc, on a été vite sollicité par tous les services et les sociétés. Voilà. Et la deuxième vague, on avait presque fermé le service. Et dès le mois de novembre, fin novembre, vraiment, ça a redémarré sur les 5 chambres qu'on avait. Vous êtes plein actuellement? Actuellement, on doit avoir 2 places aux dernières nouvelles d'hier. Je suis pas encore allé au service. On n'avait que 2 places. Je crois qu'il y a une personne qui doit venir de Thiès par ambulance qui avait commandé. On attend aussi quelqu'un qui vient du Cotonou qui va venir par avion demain matin. Donc, à la limite, les 2 places, je crois, sont déjà prises. Et pour vous dire, il y a une bonne collaboration quand même, comme dit M. Daff, de toutes les structures. On reçoit du monde de fans qui on est surpris que même le nouveau service de 110 malades est déjà plein. Il semblerait que notre professeur même s'est dit négocie de temps en temps avec nous des places. Bon, le seul hic qu'on a, c'est qu'on n'a pas la réanimation Covid. On est en plein travaux pour essayer d'en avoir au moins une salle de réanimation Covid. Voilà, donc c'est à peu près comme ça. Mais on travaille avec toutes les entités. Je pense que principal ou quand ils cherchent des places, le SAMU, et on essaie de contribuer vraiment à notre modeste dimension. Très bien. Monsieur Daff, c'est ça la situation. Le public qui doit faire appel au privé, ce qui est tout à fait normal, hein, il n'y a aucun problème. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une tension dans les structures publiques. Est-ce qu'il y a autant de... Enfin, il y a autant de places certainement, mais est-ce qu'on a cette marge dont vous parlez, cette capacité à absorber toute la demande actuellement? Oui, merci. Merci également au docteur Niang, que je remercie beaucoup, beaucoup de respect. Et par rapport à le système, comme je vous ai dit, il est unique. Il n'y a pas une dichotomie privée-publique. Le système, il est un en principe et il est indivisible. Si moi, j'ai pas de place, rien ne m'empêche d'appeler une clinique pour lui demander est-ce que vous avez de la place, quitte à vous mettre, je sais pas, du personnel et un peu à donner des produits. Je vous rappelle que dans la première phase, il y a eu même des cliniques qui ont été réquisitionnées. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que quand... je parle des cliniques qui se respectent, hein, parce qu'il y a certains privés, je dirais privés, quand on ouvre une maison pour en faire une clinique, qu'un malade vienne, qu'on lui fasse un examen de scanner et que les images scanographiques montrent un peu ces signes, on leur dit, bon, allez-y à Dalal Jamm. Mais quand c'est comme ça, on se retrouve avec 20 malades devant la porte de Dalal Jamm. Ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a un système de régulation où le SAMU voit la situation des places disponibles dans toutes les régions et essayer de faire de la régulation en fonction des besoins de chacun. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais si tout le monde se lève pour aller directement vers un hôpital, là, ça crée un embouteillage monstre et finalement, c'est ça qui amène un peu les difficultés. Mais, encore une fois, si la tendance continue comme ça, peut-être qu'on arrivera à un moment où ça va être difficile. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la lutte ne doit pas être que médicale. Il y a également toute une stratégie à mettre en place pour rompre la chaîne de transmission et éviter justement qu'on en arrive à cette situation-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a toute cette batterie de mesures, la prise en charge à domicile, il y a le couvre-feu, il y a la sensibilisation des populations dans le respect des gestes barrières. Donc, c'est une panoplie de mesures que les gens doivent adopter. Et maintenant, derrière, là, il y a le système de santé qui est là, qui essaie un peu de corriger les imperfections des uns et des autres. Très bien. Docteur Babacar Niang, vous êtes des structures privées, donc évidemment, vous faites payer certainement plus cher que le public. Est-ce qu'il y a des efforts que vous faites de ce point de vue-là pour participer à l'effort national de prise en charge de cette épidémie au plan financier, hein? Oui. Bon, je vous remercie encore, M. Niang. Vous touchez vraiment le vif du sujet et le bas qui blesse. Donc, on a du personnel qu'on paye nous-mêmes, l'électricité qu'on nous paye nous-mêmes, mais quand même, on a gardé les mêmes tarifs de nos chambres avant le Covid et que le même tarif qu'avant le Covid. Bien que, bon, j'en appelle d'ailleurs au directeur DAF de voir aussi s'il est en train de pouvoir aider les cliniques avec ses dotations, surtout en oxygène. C'est l'oxygène qui me fait vraiment mal. Nous, on l'achète à 420 000 francs gros par problème. jour.
400 combien? 420 000, 25 000 par jour pour 5 bouteilles de 10 litres. Ça, c'est le minimum qu'on achète. Et quand je rappelle dans l'histoire que j'ai racontée dans tous les médias qu'une personne a payé 900 000 d'oxygène, vraiment, ça me fait mal. J'ai dû contacter 2 ou 3 personnalités que je connais. Je demande même des dons qu'ils nous aident à payer cet oxygène pour ne pas facturer ça aux malades. Pour nous donner une idée, il faut combien de litres pour prendre en charge un malade? Non, là, on dit que les malades biberon. Vous connaissez le biberon? Oui. En temps normal, sur les autres maladies, on était à 3 litres à 6 litres. Là, on est obligé de minimum de 15 litres et même jusqu'à 30 litres par minute. Et un bidon de 100 litres de 10 mètres cubes vous fait à peine 10 000 mètres cubes. Donc 10 000 mètres cubes divisé par 10, vous voyez déjà qu'une bouteille ne fait pas 48 heures. Oui, c'est clair. Donc vous voyez à peu près, donc c'est ça. Donc j'en appelle donc à M. Daf qui est à côté de vous. Je pense que nous, on n'a pas été vraiment dans le système de l'État. On s'est senti, même j'avoue, exclus. Les cliniques qui ont été contactés pour réquisitionner ça, je pense que c'est l'État qui a mis du personnel là-bas en reprenant la clinique entièrement par location. Ça, sous nous, d'abord, il n'en était pas question parce qu'on continue quand même à prendre notre clientèle habituelle en charge. On a une maternité, on a un service d'urgence qui continue, on a un service d'ambulance qui continue à marcher, un service de médecine générale et d'hospitalisation qui continue à continuer. Donc, par isolement, on a mis un secteur où vraiment on essaie de ne pas les mélanger, bien que la maladie est partout. Et là aussi, M. Daf doit être courant. On porte des tenues tous les jours de 125 personnes qui travaillent. Ces tenues, on le trouve sur des marchés à 15 000 francs. Donc, le dernier achat, je suis à 750 000 de surblouses. Je pense que M. Daf peut me corriger. Ça, c'est les surblouses qu'on porte en temps normal pour se protéger. Quand on est avec quelqu'un qui a le Covid, c'est des combinaisons EPI qu'on appelle, qui ont démarré à 10 000 francs. On arrive à les trouver maintenant autour de 7 000, 5 000. Donc, imaginez si vous avez 10 médecins qui en portent par jour. Vous voyez, donc ce surplus, je vous dis, et vraiment, j'en suis fier, on ne le facture pas aux malades. Et j'ai bien noté que vous ne demandez pas forcément de l'argent, vous demandez, si possible, des équipements, du matériel, des intrants, en plus de l'argent, bien naturellement, vous ne cracheriez pas là-dessus. C'est d'aller faire un dépôt peut-être là où on achète l'oxygène, à Sahel Gaz, je ne sais pas, on peut donner des bons d'avoir. Bon, j'ai vu de grandes pontes du pays qui m'ont dit qu'on étudie, mais bon, cet oxygène-là, comme dit l'histoire, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'un monsieur qui est sorti d'une hospitalisation. Sur la facture, il voit, comme je vous l'ai dit, 950 000 d'oxygène, il s'est mis à pleurer. Ah oui, c'est clair. On lui dit, pourquoi vous pleurez, monsieur? Il dit que c'est pas parce que c'est cher. J'ai 60 ans, j'ai respiré pendant 60 ans de l'oxygène gratuitement. Ouais. Voilà. Bon. Et je suis bon. Très bien. Et maintenant, on me le fait payer. Même, je pense que c'est pas cher si j'ai pas vécu 60 ans sans le payer. Donc cette blague-là est là. Je pense qu'on l'utilise. C'est très édifiant, docteur. Merci, voilà. Babacar Niang, directeur de la clinique Suma Assistance. Le dernier mot à Moussa Sam Daf, directeur de l'hôpital d'Al Djam. Qu'est-ce que vous recommandez? Qu'est-ce que vous répondez à la supplique même du docteur Babacar Niang pour une collaboration plus large et plus rapprochée entre le public et le privé, même si c'est un seul et même système? Et quelle est votre recommandation forte pour faire face à un éventuel afflux supplémentaire de cas graves et de cas sévères, vu que nous avons maintenant le variant britannique? Oui, en fait, nous tous nous sommes interpellés, hein. Nous ne sommes pas à l'abri. Nous avons des parents, nous-mêmes nous ne sommes pas à l'abri, donc personne n'est à l'abri. Alors on doit créer les conditions pour que demain, si on chope le virus, qu'on soit pris également dans des conditions acceptables, que ce soit en public ou en privé. Je confirme ce que le docteur Niang a dit, la prise en charge de la COVID est extrêmement coûteuse. Donc même nous, au niveau, nous qui avons des centrales d'oxygène et tout, il arrive que les malades aient encore beaucoup plus besoin d'oxygène. Et là, on est en train de combiner la production d'oxygène et l'achat même d'oxygène, parce que les malades qui désaturent à 15-20 litres, vous voyez un peu ce que ça représente. Ça coûte excessivement cher. C'est pour ça que l'État a effectivement mis beaucoup de moyens. Nous-mêmes, structures hospitalières, nous prenons nos ressources pour les mettre dedans. Mais c'est un combat national. Aujourd'hui, on ne doit pas estampiller telle structure privée ou telle structure publique. Nous devons nous ceindre les reins. Nous devons essayer, autant que faire se peut, de nous entraider pour une prise en charge correcte des malades. Très bien. Si vous avez des bouteilles d'oxygène aujourd'hui
qui sont disponibles. Rapprochez-vous peut-être de Pikine, rapprochez-vous de Grand Yoff, rapprochez-vous de Fann qui ont des oxygénérateurs, comme on dit. Voilà, qui ont également des générateurs d'oxygène pour pouvoir les remplir. Tout à bon, fait. ce que vous avez dit n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Je transmettrai également à qui de toi pour voir dans quelle mesure véritablement on peut aider. En tout cas, au niveau de Dalal Jamm, nous sommes prêts également à collaborer avec vous. L'essentiel pour nous, c'est que nos compatriotes soient pris en charge et c'est l'instruction que nous avons reçue du ministre de la Santé d'être très ouvert, mais également d'être très solidaire dans cette période-là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Moussa Samdaf, directeur de l'hôpital Dalal Jamm, et Dr Babacar Niang, directeur de la clinique Suma Assistance. À 12h53, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogoudien à la coordination, Alioune Ba à la mise en onde, Abdou Thiam à la production, digitalisation et mise en ligne assurée par Yassine Pouy, Papo Mardiaou à la régie d'antenne. Retrouvez Mamadou Mohamed Ndiaye à 13h pour le Grand Journal en Wolof. Tout de suite, Allo Présidence.